You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de la 4e saison de Cold Facts. Avant de parler des 5 clubs romans, on a décidé de revenir sur un sujet un peu plus général, et la possible introduction, on espère, d'une War Room comme en NHL qui permettrait de revoir les fautes et les goals un peu litigieux. On en profite aussi d'ailleurs pour parler de revenir sur la faute de Barberio qui lui a valu plus de 11 000 francs d'amende et 8 matchs de suspension. On enchaîne ensuite avec Bienne, qui n'a pas joué, mais qui compte quand même beaucoup de points d'avance sur la première barre et qui a prolongé Löw et Yakovenko. Genève ensuite, où on va un petit peu essayer de voir un bilan de Yann Cadieux après ces quelques matchs à la tête du GSHC. Ajoie, qui a perdu contre Lausanne. C'est le 5e match consécutif perdu par les Ajoulous, mais il y a quand même des motifs de satisfaction dans le Jura. Lausanne, justement, là, c'est plus compliqué, même avec 2 victoires, de trouver de véritables motifs de satisfaction autres que les 3 points ou les 6 points finalement engrangés sur ces 2 matchs. Et puis, on termine avec Fribourg, qui est toujours leader et qui a un petit peu plus de mal maintenant à faire les 3 points, mais qui est finalement quand même toujours au sommet du classement. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? Moi ça va bien, toi ça va mieux ? Ça va mieux après une petite semaine off à battre et à combattre les microbes. C'est tout bon. Négatif au Covid, je précise, ce n'était pas ça le problème. On entend ma voix est encore un tout petit peu rocailleuse de temps en temps, mais on est bien. Là, tu m'avais dit j'avais plus de voix. Ouais, une horreur. C'est pour ça que je t'ai envoyé au Pégaliste jeudi soir. Peut-on parler de cadeaux empoisonnés ? Non, bien évidemment, hein, on rigole. Non, c'était super d'ailleurs, j'ai trouvé. Avec Donc, les frangins Rod. Avec les frères Rod, ouais. Tout va mieux, tout va bien, on est de retour au micro. Par chance, il ne s'est pas passé grand-chose en 2 semaines. Hein. Il y a juste eu l'affaire Barberio qui a eu son épilogue, il y a eu plein de matchs. On aurait adoré parler la semaine passée de Barberio en long, en large et en travers. Quoique plein de matchs, je me disais finalement, mardi, comme il y avait encore la Champions League et tout, Ouais. c'était... Mais oui, on aurait eu évidemment de quoi parler. On va essayer de revenir. C'est pas de l'actu fraîche, mais pour le coup, on va un peu le mettre dans un truc qui est plus frais. C'est un article, d'ailleurs, tes collègues alémaniques que vous avez traduit, sur cette fameuse War Room. Je fais attention de ne pas mettre trop d'accent, parce que sinon, nos profs d'anglais vont tout de suite me saquer et me mettre une marge, un trait rouge dans la marge. Une gommette rouge. Ouais, une gommette rouge. On a vu qu'il y avait plusieurs situations qui étaient énervantes. Non, on va surtout mettre le contexte déjà. On en a parlé au Pécaliste aussi d'ailleurs. Ouais, surtout mettre le contexte. En NHL, il y a une salle qui s'appelle la War Room à Toronto, sauf erreur, où tous les matchs sont visionnés par des experts qui alertent les arbitres en cas de scène litigieuse. Et en Suisse, pas du tout. On n'a jamais fait comme ça, donc il n'y a pas de raison qu'on commence à faire comme ça. C'est la Suisse. Mais visiblement, Andreas Fischer, le chef des arbitres, y est favorable, il serait favorable. Les GM, ils sont favorables parce que c'est eux qui perdent de temps en temps des matchs sur des erreurs d'arbitrage. Alors, ils en gagnent aussi des fois, mais ça, ils n'en parlent jamais. Mais ils perdent tous des matchs. Ça, c'est comme tous tes amis qui jouent au poker. T'as que des gagnants. On ne sait pas qui sont les perdants au poker, c'est que des gagnants. Là, c'est pareil. On ne sait pas qui profite des erreurs d'arbitrage. Ils sont tous perdants systématiquement. Mais du coup, eux sont favorables. Problème, les CEO, ils doivent payer, donc ils sont pas très favorables, parce que payer, ils n'aiment pas, à part pour les joueurs, ça, ouais. Ça on peut, ou pour licencier les entraîneurs, ça on peut aussi, on a le droit. Il y a quand même 2-3 cas où tu as le droit de payer, mais par contre l'infrastructure, ça c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc pour l'instant, il n'y a pas cette War Room pour avoir une centralisation des images quelque part, pour alerter les arbitres. Exemple très concret, Barberio fout sa canne en travers de la tronche à Auro, les 4 arbitres le voient pas. Pour citer Richard Grunborg, les 15 000 spectateurs du Hallenstadion, on était 7 000, mais bon, c'est Marseillais, le sud Marseille de la Suède. Ouais. Ouais. Les 15 000 spectateurs l'ont vu. Du coup, dans la War Room, on dit aux gars sur la glace, là, il y a un petit bug, va voir la vidéo. Donc, on perd pas un temps fou non plus. C'est vrai qu'en fait, on lui dit même pas dis donc, il y a un coup de crosse dans la gueule, va lui mettre 10 matchs. On lui dit juste... C'est comme la VAR, finalement. Quand il y a une décision litigieuse, l'arbitre va voir la vidéo. En foot, c'est quand même plus...
c'est quand même c'est culturel le changement qu'il y a eu et c'est Ouais. pour ça que des décisions des fois sont checkées à la VAR puis après l'arbitre doit aller lui-même voir avec les images et se faire sa propre opinion. Et le temps continue en football, ce qui n'est pas le cas en hockey où C'est finalement ça. tu l'arrêtes. Donc Là on perdrait pas un temps fou et voilà, ça c'est l'idée qui est en train de germer. Elle sera testée à la Coupe Spengler si la Coupe Spengler a lieu parce que vu le trend qu'on est en train de prendre, à mon avis, on n'est pas très bien pour la Coupe Spengler. Mais Ouais, bon. le club tchèque qui serait, comme ils sont sur la liste des pays de l'OFSP qui doivent mettre en quarantaine, forcément, ils peuvent pas Ça faire va- 10 jours de quarantaine pour jouer la Spengler. Puis il n'y a pas la Suède aussi qui va Oui, gentiment. ouais. En gros, ça va être un tournoi de club suisse, puis on va faire compter les matchs dans le championnat. Ça s'appelle et pas le championnat, ouais. ça va être super. Mais bref, donc l'idée c'est de le tester là et c'est évidemment une chose qui serait ultra positive pour le championnat. Allez, on fout encore 2-3 caméras sur les lignes bleues pour s'assurer qu'on ne perde pas des minutes pour rien, comme de nouveau 2 fois l'autre soir entre les matchs à Genève et Lausanne où tu sais, au moment où ils vont voir la vidéo, tu sais que tu n'auras aucune image, mais tu perds 5 minutes quand même. J'ai l'impression qu'on a déjà eu 10 fois ce débat, mais il y a encore un tout petit truc qui pourrait être positif avec ça, c'est que quand tu mets tous tes experts qui regardent les matchs dans ta War Room, mais ils ont le droit aussi de dire « Alors, c'était pas le but de... Dave Souter, mais c'était Sandro Schmidt. » C'est vrai, on les confond tout le temps sur la glace. D'ailleurs, les arbitres, ils ont confondu. Non, ce cas n'a pas existé, mais Ouais. presque à part ça. Non, mais sérieux, hein. Des fois, on a vu quand même des mecs qui n'étaient pas sur la glace. C'est le 22. Non, c'est le 86. Au bout d'un moment, faut arrêter. Mais Donc là, ces gars, ils pourraient être là aussi pour rentrer dans le système les buts et les assists justes. Les joueurs de Hockey Manager seraient très contents de ne pas jubiler dans le vide ou de devoir attendre minuit 5 pour avoir l'update des assists. ou 16h59 le lendemain avec Sandro Schmidt. Non, c'est pathétique, mais. Mais oui. ça, c'est vraiment le dernier des derniers soucis, Bien disons. sûr. Mais si ça peut se faire, c'est encore mieux. Mais pour ce qui nous concerne, à savoir la glace dans un premier temps, ce serait quand même important. Parce que là, il me semble qu'il y a quand même eu plusieurs cas. Il y a eu Schmidt qui prend pénalité de match le lendemain, alors que sur la glace, il n'y avait rien eu. On peut se poser la question de cette scène. Moi, je l'ai vu vraiment furtivement parce que je n'étais pas sur ce match-là. Barberio, là, c'était moins furtif. On l'a vu et revu. Il y a eu Chiesa aussi qui a été sanctionné le lendemain, alors que sur la glace, il n'y avait rien eu. Si ça mérite une suspension le lendemain, le soir même, tu le vois, quoi. Je dirais d'ailleurs que pour revenir sur le cas Barberio plus en détail, t'as paraphrasé Grunborg qui disait que tout le monde l'avait vu en gros. C'est un peu le cas, quoi. On a, nous, la chance d'avoir des images. À un moment, les caméras, elles ont changé au moment où il y a le coup, puis même, on était assez loin. On se dit, est-ce que. Puis lui, il montre qu'il a frappé l'épaule. Moi, en live, je t'envoie un message disant, il est sérieux avec son épaule, parce que ça me semblait quand même bizarre, mais sans ralenti. C'était le truc furtif de me dire, il me semble qu'il a quand même bien chopé la tête. Il se trouve que, oui, il a chopé la tête, il a ramassé ses matchs. J'étais complètement. Là aussi, au PKI, j'avais dit, on m'a posé la question, j'avais dit s'il s'en tire avec moins de 8 matchs, il est chanceux. On était sur du 8 matchs, 11 170 francs d'amende. Je suis tout à fait OK avec ça. Ce qui m'emmerdait après, c'était déjà la réaction de Grunborg, d'une part, et puis par rapport à Herzog, effectivement, mais. Ça, c'est un peu... Il y a 2 problèmes là, tu as complètement raison. C'est le cas Herzog. J'ai l'impression que le pauvre, il y a un peu toutes les misères du monde qui lui tombent sur la tronche quand même, parce que c'est lui qui est devenu l'exemple, le patient zéro en ce moment. Mais 6 ou 7 coups à la tête, mais l'année passée, c'était Cadonneau. Il y a tout le temps on va dire le bouc émissaire du moment. Je dis pas bouc émissaire, dans le sens... Il est fautif de beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que c'est chaque saison il y a un nom. Vraiment, Cadonneau, c'était l'année passée. On en a parlé 10 fois ici, mais jamais pour ses buts. En même temps, c'était souvent pour des charges à la tête qu'on parlait de Cadonneau. Et donc ça, c'est un des vrais problèmes. Et puis effectivement, l'autre problème, c'est Richard Grunborg et ses commentaires. Il s'est excusé par mail auprès de John Foust. J'ai essayé d'avoir accès à la missive, mais malheureusement, John Foust n'était pas joueur. Mais il s'est excusé auprès du Lausanne HC. Mais quand même, est-ce qu'on doit vraiment laisser faire ça? Et je pense qu'il y a eu une escalade entre Lausanne et Zurich qui remonte à la saison dernière. Ouais. Mais je préfère peut-être qu'on s'arrête à ce cas-là, parce que si on remonte, alors sans faire de mauvaises ou de comparaisons complètement foireuses, si on remonte à qui a acheté le premier caillou entre Israël et la Palestine, quoi, et complètement foireuse, j'ai dit, j'ai annoncé. C'est comme quand tu dis toute proportion gardée, d'ailleurs, tu peux tout dire. Ouais.
toute proportion gardée, Tim Travers, c'est un peu Wayne Gretzky. Quoi. Colfax, spécialiste en géopolitique. Non, mais si on remonte à oui, mais il y a eu la vidéo, oui, mais il y a eu la charge de Marty, oui, mais si, mais la vidéo, tous égaux. Non, Nylander en 2015 avec. Voilà. On va pas s'en sortir. Donc, on va juste rester sur ce qu'il y a d'espèce là. Et Richard Grunborg, il a dérapé. Le journaliste que je suis a trouvé ça super parce qu'il y avait quelque chose à raconter. Les matchs après match, là, pour le coup, c'était pas ça. Il faut prendre match après match. Congratulations to Lausanne. Non, ça, on n'a pas eu droit. Il a complètement craqué. Oui, tu parlais pas qu'à toi, en l'occurrence. Juste pour mettre le contexte, hein, c'était en plein homme, on va dire. À la fin du match. Et il a complètement craqué. Tout le monde a ramassé. Mais moi, j'ai pas de problème avec son discours. J'ai pas de problème avec le fond de son message en disant Barberio n'a rien à faire sur la glace. Dans les faits, il a rien à faire sur la glace pour les 8 prochains et si ça se trouve, il reportera plus le maillot du LHC s'il l'envoie ailleurs et c'est pas complètement impossible. J'entends ce message-là et il a le droit de le dire. Il a le droit d'être énervé. S'il y a son meilleur joueur ou l'un de ses meilleurs joueurs, en même temps, à Zurich, on ne sait pas qui c'est le meilleur joueur. Il y en a dans les 4 premières lignes le meilleur joueur. Mais il perd un de ses meilleurs joueurs pour un coup à la tête d'un joueur qui est multirécidiviste, qui a déjà craqué contre son équipe la saison passée. Il a tous les droits d'être en colère. Par contre, il n'a pas le droit d'attaquer, le physique d'un joueur, parce qu'il est out of shape, il est trop gros, il est ci et ça. Ça va ou quoi. Tu peux dire qu'il est plus assez rapide pour cette ligue et il doit compenser comme il veut, comme il peut et autrement, et c'est un vrai problème. Regardez ce qu'il fait. Le message, il passe. Il n'y a pas de problème. Et moi, les balles perdues pour Douai et Kruger qui n'ont rien demandé, qui passaient par là, ça va pas du tout. Kruger, il n'est pas capable de patiner. Tu parles d'un vétéran qui a 30 et quelques années, qui a plus de 15 ans d'expérience dans la ligue, qui est certes pas un génie du hockey, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est pas sur ça qu'il a fait une carrière, c'est un vétéran qui apporte une présence dans le vestiaire. Puis ces temps, il fait pas trop de fautes qui pourraient justifier un peu, de la même manière que Barberio, de dire ouais, non, mais là, qu'est-ce qu'il fait sur la glace ? Rien du tout, il a rien demandé. Moi, je comprends le rôle de Kruger dans cette équipe, justement, de vétérans, de présence qui a une vraie importance dans tous les vestiaires et lui il lui dit qu'il sait pas patiner, enfin non, ça c'était vraiment n'importe quoi et effectivement je sais que la ligue a été alertée à ce sujet en disant mais tapez voir sur les doigts, pas sur la tête, sur les doigts déjà, parce que taper sur la tête de Zurich je pense qu'ils vont jamais le faire, mais déjà sur le bout des doigts, une petite pichenette ou quelque chose. Et oui, ils ont un peu fait quelque chose, mais Zurich s'en est trop bien sorti sur ça. Et moi je pense que le cas d'espèce va faire en sorte qu'à l'avenir, ça devrait plus se reproduire. Mais j'aurais quand même apprécié qu'il y ait au moins une mise en garde de la Ligue en disant public. Donc, on ne tolère pas ça. À l'avenir, vous vous calmez. Donc, sinon, c'est une on va dire, une amende. Voilà, exactement. Amende. Ça ira pour le fond des jeunes ou un truc comme ça. C'est très, très bien. C'est-à-dire que là, on laisse passer quand même des choses. Puis, ça entretient, je trouve, alors on est en plein complotisme mondial, on va dire, en ce moment, il y a une espèce d'odeur comme ça qui flotte autour à cause du Covid, et là, on a ce côté avec les Alémaniques de se dire qu'ils sont chaque fois mieux, par rapport au roman, ils ont un avantage. On a tendance, nous, ici, à ce micro, à dire qu'il ne faut pas sombrer dans ce truc-là, mais force est de constater quand même, on n'est pas naïf, on sait bien que Peter Tsaner a du poids, que Marc Luthier a du poids, et que Peter Tsaner... Que Barberio a du poids, mais différemment, apparemment, c'est selon Grunborg. Que Peter Tsaner a du poids, et qu'en plus, Gladbrook, ou en tout cas les locaux de la SIHF, le juge unique, ça ne doit pas être très loin de Zurich, enfin, sans faire comment dire, vraiment de sombrer là-dedans. Je pense aussi que de temps en temps, le 1-2 match de plus, parce que le poids, pas parce que t'es roman, mais parce que plutôt c'est contre Zurich et que le mec va venir puis dire voilà, t'as la petite taxe. C'est des messages que tu dois faire passer. Et là, la Ligue, justement, sachant ça, sachant tout ce contexte, sachant qu'en Suisse romande, ça couine à chaque fois, tu dois pas laisser passer ça. C'est ta chance de dire non, mais il y a personne est au-dessus des lois. Même Zurich, même Berne, vous n'êtes pas au-dessus des lois, donc nous, on tape fort, on tape moyennement fort, mais on tape quand même. On montre que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Ils l'ont pas fait, acte manqué. Next, je pense qu'on a fait le tour. On continue cet épisode de Very Cold Facts, du coup, vu qu'on passe avec le seul club qui n'a pas joué mardi soir, Bienne.
très logique. Non, Bien a la bonne idée de communiquer à 9h30 juste avant notre enregistrement Greg, il aime d'épisode. bien Ça, j'aime bien. Ça, c'est pro. C'est pro. C'est pas ces communiqués qui arrivent à 14h quand on a enregistré, puis après on passe pour des blaireaux derrière. Des ânes. Voilà. Non. Alexandre Yakovenko plus 3 ans, Victor Löw plus 2 ans, 2 signatures, 2 défenseurs très fiables, chacun dans son style. Yakovenko est peut-être un peu plus offensif, et encore, Löw plus all-around, on va dire. Mhm. C'est 2 belles signatures pour le HC Bienne. Voilà, plus que Radier maintenant. C'est juste. C'est le dernier défenseur. Après, Mais ça t'enlève quand même, à part ça t'enlève quand même vachement de pression, c'est un peu, c'est un bien grand mot, mais de la part de Martin Steinegger, il a déjà 2 personnes de son top 4. Mhm. Bon, 30 kilos, t'es pas mal. Il a signé Luca Christen. Bien évidemment que faire le saut de Swiss League en National League, ça va pas se faire d'un claquement de doigts, parce qu'il faudra qu'il s'adapte. On ne sait pas, hein, peut-être qu'il va nous surprendre, puis que finalement, il sera excellent, et qu'on se dira, oh, c'est parfait. Il y a Noah Delémont qui peut monter. Enfin, ils ont t'as plein Kevin de Fay et pièces. Robin Grossman qui sont sous contrat. Stemflick est jeune aussi, donc il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais au moins, là, tu as, avec effectivement Grossman encore sous contrat effet, je pense que ton top 4, il y a toujours Forster qui va re-signer, je pense, des contrats d'une année, et puis Oui. quand il en aura ras le bol, puis qu'on se dira qu'il est trop lent, puis que ça va pas, ben, il se retirera de lui-même. Mais là, au moins, tu t'assures quelque chose, tu sais qu'en plus, il y aura 5 étrangers l'année prochaine, ça, c'est sûr. 6, ça correspond à si un 14e club monte. 5, on sait déjà que c'est acté. Donc, là, Bienne est plutôt bien fourni. Mhm. Il n'y a pas beaucoup d'épines dans le pied, effectivement, comme tu dis, Radgeb. Mais après, ça te permet aussi, peut-être avec un Yakovenko, de te dire, bon, bah écoute, Yannick, tu veux X, nous, on peut aller jusqu'à Y. À toi de savoir ce que tu veux. Et je pense que ça met un peu plus, peut-être, de pression sur Radgeb que sur Martin Steinegger. C'est comme ça que je verrais la situation, en ayant libéré, en fait, en s'étant libéré de ça, en se disant, on sait ce qu'on a Mhm. avec ces 2 joueurs. Löw, d'ailleurs, vraiment, les deux, on en a parlé des 2 joueurs déjà dans des Cold Facts précédents. Yakovenko qui nous avait surpris, on ne pensait pas qu'il allait être à ce point-là dominant offensivement. Et il a que 23 ans, hein, mine de rien. Ouais, c'est ça qui est bien. Il est encore en progression, on va dire. Sa courbe de progression est encore assez grande. Et puis Löw, finalement, on a l'impression que c'est le défenseur suédois. S'il fallait mettre un... Si on était au supermarché, on pourrait se dire, il y a un défenseur suédois, je sais que je vais pas me planter. C'est Juice, Hansson, Löw, Nygren. Nygren. Alors presque Nygren, c'est presque le truc où tu pourrais un peu plus te dire, il est trop offensif par rapport à ça. On a oublié Temernes quand même. Hein. Et Juste pour dire. Donc, en gros, le défenseur suédois, c'est En fait, tu as envie de dire aux autres clubs, mais pourquoi vous n'avez pas en chercher un? Ce qui est bien dans ces 2 signatures, c'est qu'offensivement, ils ont Toni Rajala qui est sous contrat encore à long terme, mais Salinen avait signé 2 ans, il reste une année de contrat. Mhm. Donc maintenant, ils ont 4 étrangers sous contrat pour la saison prochaine avec les 2 défenseurs. Il y a encore justement moyen de jouer. Si Radgeb ne venait à ne pas signer, tu signes un étranger là, et puis peut-être que tu engages devant, mais en même temps, devant, ils devront remplacer le départ de Hugli. Donc, Ouais. il y a encore des options pour Martin Steinegger. Mais moi, j'aime bien ces 2 signatures. C'est sûr, Yakovenko, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis vraiment surpris très très bien par lui. Et c'est un bon signal qui est donné. Et comme tu dis assez justement, je me demande où Radgeb va terminer. Et au bout du compte, est-ce qu'il va pas prolonger à Bienne? Ça semble être le truc le plus logique, simplement par élimination. Est-ce que Lugano... Mais on a l'impression que ça pourrait être un des trucs qui perdent le fol, donc ils prennent Radgeb. Est-ce que un Radgeb avec Chris McSorley, pour autant que ce soit toujours lui à la bande, mais je pars du principe que comme il a 3 ans de contrat, ben voilà... Est-ce que Radgeb a envie de jouer avec Chris McSorley? C'est aussi ça qu'il faut se poser. On se pose toujours la question de la part du coach qui aurait envie de tel joueur, mais peut-être que le joueur,
quand il joue avec Antti Tormeinen, il se dit ben, c'est formidable. On était sur le plateau aussi avec Gaëtan Haas qui nous a bien dit à quel point c'était cool de jouer sous Antti Tormeinen. Et toi qui parles un peu plus souvent que moi avec les joueurs sur les matchs, j'ai l'impression que cet état d'esprit-là, tout ce qu'il y a autour d'Antti Tormeinen, si on a tendance à en faire beaucoup quand on parle de lui et à chaque fois le mettre sur une sorte de piédestal, c'est aussi parce que c'est ce qu'on nous dit. Et que, finalement, ce qu'on voit sur la glace, l'espèce d'envie, de joie des joueurs biennois, de se dire que même quand ils perdent plusieurs matchs, on ne remet pas tout en question. Et Dieu sait qu'on en a vraiment beaucoup parlé à ce micro. Bah, c'est un truc qui fait que Radgeb, sous Tormeinen, c'est un très bon joueur de hockey. C'est un très bon joueur de hockey de base, mais effectivement, on savait qu'il avait des problèmes défensivement. On a l'impression que sous Tormeinen, et dans le contexte biennois, il est meilleur que ce qui pourrait être peut-être avec quelqu'un d'autre, où on lui donnerait peut-être plus de responsabilités, puis on le laisserait peut-être plus en défense, et puis peut-être qu'il serait moins utile à son équipe. Ouais, complètement d'accord avec toi. Donc Bien va dans la bonne direction pour sa défense, disons, où ça va pas être un souci. Mais offensivement, à part ça, tu dis Ugly, c'est vrai, j'aimerais bien voir, on parlait de Gillian Colère, quand on faisait nos bonnes et mauvaises surprises, puis j'avais mis Gillian Colère pas parce que je trouvais qu'il était pas bon, hein, mais j'en attendais plus de la part d'un jeune. Ils avaient perdu Nussbaumer parce qu'il le faisait pas assez jouer. Là, il serait presque en train de perdre ou de laisser partir finalement Gillian Colère en disant mais écoute, on n'a pas de place pour toi, parce que Gillian Colère, pour qu'il soit utile, il faudrait qu'il soit sur un top 6 ou un top 9 élargi, on va dire, un rôle plus offensif. Le mettre en quatrième ligne, finalement, ça le dessert par rapport à ses qualités de joueur. C'est plus un joueur, je ne sais pas si on peut dire que c'est un playmaker, mais c'est un joueur qui a de l'upside offensif. Et de le laisser en quatrième bloc, c'est un peu dommage. Du coup, toi, t'aimes bien Jérémy Berti aussi. Le Bien a beaucoup de jeunes joueurs qui sont vraiment très bons. On a Lilian Garessius aussi. Mais finalement, bah, ils sont un peu tous dans le même coin. Ils sont en quatrième bloc. Le troisième bloc, pour l'instant, il est pris par Tino Kessler, qui est en train gentiment de devenir pas si mal que ça. Et, Il a que 25 ans, Tino Kessler. ou alors, il a que 25 ans, il a déjà 25 ans. Là, on parlait, c'est vrai, de gars qui ont plus autour de la vingtaine. Ouais. Mais bah voilà, il fait plus confiance à un Tino Kessler qu'à d'autres. Bah, ça me choque pas que les joueurs, les jeunes attaquants, bah, ça serait bien pour remplacer un Ugly, te trouver peut-être, admettons, alors Kessler, on le met à la place de Ugly, puis il faut quelqu'un à mettre à la place de Ugly, mais Bien se dit peut-être que, ouais, mais Colère, non, Garessius, non, pas encore. Et il cherche cette personne-là, ce jeune, à pouvoir mettre en... Jérémy Berti a que 19 ans, il a fait un super début de saison avec Langenthal, là c'est un petit peu plus compliqué. Il faut voir, comme je disais avant, il y a encore un étranger qui peut être là aussi pour remplacer Michael Ugly un peu plus haut dans l'alignement. T'as ta ligne Brunner, Kunsley Kunti. Hein. voilà, Kunti, Kunsley qui est déjà complètement re-signé. T'as Rayala, Haas qui sont déjà là. Offensivement, ils n'ont pas besoin forcément d'un joueur d'impact dans le top 6. Ils ont les joueurs à disposition à ce niveau-là. Donc, t'as Salinen qui est un bon attaquant de complément aussi. Offensivement, ça devient quand même assez profond, je trouve, du côté de Bien. Moi, j'ai une petite idée. Vas-y. Pour remplacer Ugly. J'irai chercher du côté de Rapperswil. Marco Lehmann. Ouais. Qui va là à Berne. Ah, ok, d'accord. Ah bah alors. C'est pas sorti, mais je pense que si on relie les points, puis on fout Marco Lehmann à Berne, c'était sorti qu'il y avait Berne et Lugano dessus. Je pense que, à mon avis, il a déjà... Il est déjà en train de réfléchir s'il va habiter du côté de Brighton, Rhein ou de Könitz, quoi. D'accord. Ok. Bah alors, c'est raté. Parce que je me disais, ça peut être un coup à la Martin Steinegger aussi. Un coup, on s'entend, hein, 30 points en National League, c'est pas un truc qu'il a découvert. Donc, ouais, je voulais dire, le coup à la Martin Steinegger, c'était d'aller chercher Marco Lehmann oui. pour le prendre et lui faire 30 points en National League et plus pouvoir leur signer derrière, parce qu'il paraît, c'était plutôt ça. Donc non, il va falloir chercher ailleurs, monsieur De Betta, je pense. Mais tout ça pour dire que si on reprend simplement le classement, on n'a pas parlé, mais 52 points et 5e pour Bienne. Moi, c'est surtout au-delà de ça. Hein, c'est 10 points d'avance sur Zurich et 15 sur Berne. Finalement, tu es tellement tranquillos que ouais, tu peux te permettre de temps en temps. Bah, on aime bien dire ici que le point et demi, normalement, te suffit bien. Donc, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Là, typiquement, Bienne peut travailler quand même vachement dans la sérénité.
déjà qu'ils travaillent, on a l'impression dans la sérénité, c'est tout bonus pour eux, je trouve. Ouais, effectivement, là, c'est vrai que Bienne peut se permettre de voir venir, disons. On n'a pas vraiment parlé d'actu, on va dire match, parce que Bienne ne jouait pas mardi. Ils ont quand même eu 2 matchs cette semaine. Ils ont gagné à la maison contre Ambry 3-2, Ouais. en gagnant sur le tard avec un but de offert en powerplay sur passe de Radgeb et Kessler. C'était d'ailleurs un des points que Gaëtan Haas mettait en avant lors des pécalistes, qu'ils mettent un peu l'emphase sur bien terminer leur match actuellement et que ça n'a pas forcément toujours été le cas. À Genève également, pardon, 3e tiers-temps, but de Hugli en powerplay. Et après, ils perdent derrière en prolongation contre Ils ont fait un Thorn. très bon 3e tiers. Ils ont fait un très bon 3e tiers, justement. Donc, ça c'est sûrement un des points sur lesquels, à mon avis, Turmanen doit pas mal insister en ce moment. Et ça répond bien dans le vestiaire, visiblement, et plus que dans le vestiaire, sur la glace. 2 matchs ce week-end pour terminer sur Bienne. Un déplacement, t'en parlais avant, sur Zurich. Zurich qui est le premier des viennent ensuite, on va dire. Bah là, c'est un peu un tournant dans cette lutte entre Bienne et Zurich. S'ils arrivent à les battre. Donc il y a une lutte, hein, mais... Il y a quand même, parce qu'il y a 3 matchs de moins pour Zurich, on a Ouais. toujours dit, hein, c'est pas livré de 3, mais quand même, si Zurich n'en gagne ne serait-ce que 2 sur les 3, ils sont plus qu'à 4 points de Bienne. Donc oui, il y a clairement Surtout une lutte. en ayant joué contre eux, en plus. Et samedi à Zurich et vendredi à Zurich, pardon, et samedi à la maison contre Genève. Le maître S-Transition a parlé, on va passer à Genève. 11e. On va plus pouvoir faire croire que c'est pas scripté cette histoire. Hein. Et c'est un hasard pas possible. Ouais, mais oui, complètement. Genève derrière. Non, c'est logique de parler de Genève maintenant. 11e, défaite 3-0 à Lugano qui a fait suite à une victoire de 1 après prolongation contre Bienne. On l'a juste mentionné justement. Si on prend simplement l'actu, on sait qu'à Genève, il y a des soucis avec les gardiens. Pas parce que Gauthier Desclous est pas bon, mais surtout parce que le deuxième gardien, qui est un peu on pensait pas que ça aurait autant d'impact. On savait que quand Manzato a pas été re-signé, ça pouvait peut-être être un souci. Et là, Charlin, il est avec Langenthal, il s'est blessé et il est out 6 à 8 semaines. Du coup, qu'est-ce que ça implique ? Est-ce que Genève va toquer à la porte une nouvelle fois de Cloton pour dire est-ce que c'est possible d'avoir Zurkirchen ? Puis Cloton, j'imagine, dire vous savez qu'on a un championnat à disputer, puis éventuellement on aimerait quand même peut-être vous rejoindre dans la première division. On aura peut-être besoin aussi de Sandro Zurkirchen, qu'on a signé quand même pour nous à la base. Donc je pose la question. Ouais, c'est un vrai problème pour Genève actuellement de devoir gérer ça. Zurkirchen, c'était une belle solution à très court terme. Ça les a bien. C'était super, ça. Ça les a bien dépannés pour gagner un match, en tout cas, 2 même. Mais faire des points tout le temps, ça exactement. Là, ils ont Timo Chianov, mais on me dit qu'il n'est pas prêt. Mm-hmm. Alors, pour être gardien numéro 2, parce qu'il y a quand même toujours Gauthier Desclous, hein, il est pas absent. Mais on sait que Gauthier Desclous, peut-être des fois, ils aiment bien essayer de le ménager un petit peu. Et puis, c'était ça l'avantage de Manzato la saison dernière. Ça rendait parfois service. Là, en ce moment, il va être contraint de jouer beaucoup. Et il y a pas mal de matchs. Genève joue énormément entre Noël et Nouvel An. C'est une des rares équipes à jouer les 5 matchs lors des 5 soirées. Non, pas entre Noël et Nouvel An, parce que c'est la couche depuis la reprise de la post-équipe nationale et la fin de l'année. Ouais. Et Genève le fameux double back-to-back, le 19-20, 22-23, où tu as juste le 21 où tu joues pas. Et là, donc là, 4 matchs en 5 jours avec un gardien. Qui a en plus tendance à être un peu... Ça peut coincer pour tous les gardiens, disons, et en plus pour un gardien qui a un passé assez lourd au niveau des blessures, souvent aux mêmes endroits. Et donc, je pense que Genève va devoir trouver une solution, parce qu'en l'état, voyant le calendrier arriver, il y a un gros problème. D'ailleurs, j'en ai parlé avec Ajoie, on en reparlera après. Ils ont aussi ce calendrier-là de 2 back-to-back avec juste une pause. Et si c'est compliqué pour des clubs qui sont établis en National League depuis longtemps, alors en plus pour un club qui débarque comme ça, et puis qui était des fois un peu juste au niveau du contingent, ouais, ça va être hardcore pour le coup. Donc, mais sinon, si on reprend Genève, Yann Cadieux,
Qu'est-ce que... Je voulais me permettre juste autre actu quand même, officialisation de la signature de Josh Doris pour 3 ans supplémentaires. Ça avait été déjà annoncé une fois et ça avait été dit une fois dans un live Twitch de Genève Servette. Et là, c'est confirmé, plus 3 ans. Bref, c'était l'actu du jour. Ils ont aussi publié leur vidéo ce matin. Donc, Mais c'est vrai que pour nous, pour le coup, ça nous choque pas parce qu'on avait bien pensé que... Enfin, on savait. C'était vu que ça avait été effectivement annoncé sur leur canal, que il allait rester. Mais si on reprend justement Cadieux, après 3 ou 4 matchs, ce qui me semble un peu compliqué, c'est le powerplay à Genève. Ce match contre Lugano, ils ont eu plusieurs possibilités. Et ils ont eu notamment 3 powerplays en deuxième période. Il n'y avait rien. Ça a débouché sur rien du tout. C'est quasi 10 minutes de powerplay. Hein. C'est 9 minutes 34 dans ce match contre Lugano. Et tu perds finalement au 3e tiers sur des jeux de puissance aussi de Lugano. Du coup, si tu en mets ne serait-ce qu'un, tu mets un peu de pression sur Lugano qui doit aller chercher quelque chose. Là, je pense que normalement le powerplay, on l'a vu contre Bienne. Finalement, les 2 goals ont été marqués en powerplay. Je te dirais que, et je pense que tu seras assez d'accord avec moi pour dire que le 4 contre 3 en prolongation, c'est un powerplay. Il a le nom du powerplay, mais c'est pas ce qu'on attend vraiment d'un jeu de puissance dans le jeu sur les 60 minutes. Mm-hmm. Et là, grâce à Tom Ernest qui trouve une ligne de passe superbe pour Noah Rod. D'ailleurs, Tom Ernest qui était près de la cage, c'est assez bizarre. Tu l'as déjà plusieurs fois souligné que des fois tu avais des incompréhensions quand il est avec Vatanen et tout. Puis des fois tu te dis, mais Tom Ernest il est dans le slot, qu'est-ce qu'il fout là? Et puis c'est vrai qu'on a l'impression que plutôt que de se balader à la ligne bleue, il est partout ailleurs, mais pas forcément à la bleue. Ouais, ça j'ai toujours pas compris. Je sais pas. Je pensais que ça allait évoluer avec Yann Cadieux parce que justement dans ce qu'on entend, c'est qu'il y avait quand même certaines direction prise par Patrick Aymon qui ne plaisait pas à Yann Cadieux. Mais ça, c'est une relation qui est complètement normale entre un coach et son assistant. Au bout d'un moment, il y en a un qui est payé pour prendre les décisions et les assumer. Donc forcément, les deux vont pas toujours avoir les mêmes avis. Et il y en a un qui va prendre le blâme, si blâme il y a à prendre. En l'occurrence, il y a eu. C'est Patrick Aymon. Donc voilà. Mais du coup, je pensais vraiment que ça allait évoluer. Là, sur les 10 minutes de powerplay, Tom Ernest joue 6 minutes 30. Tu me diras, c'est un petit peu mieux. Vrai. Vatanen, il joue aussi 5 minutes 40. Ouais, mais il fait que 17 minutes alors que Tom Ernest en fait 27. Ouais. Et puis moi, c'est Jacques May aussi qui m'embête parce que j'avais l'impression que cette paire, Jacques May, Tom Ernest, en fait, on la touchait pas parce que ça allait bien, puis que Jacques May avait beaucoup d'expérience, beaucoup d'intelligence de jeu, dans le sens où il sait quoi faire ou ne pas faire, parce qu'il est avec Tom Ernest, ce qui lui permettait de lui laisser une certaine latitude offensive et d'être là en bon backup. Et j'ai l'impression que Jacques May était autour des 17-20 minutes. Fait que là, tout d'un coup, ça fait vraiment une chute de son temps de jeu et qu'il ne le met plus avec Tom Ernest. Et j'aimais bien cette paire-là parce que j'avais l'impression que c'était vraiment une paire... c'était un peu immuable parce que ça allait bien, finalement. Là, il a 9 minutes 04 à Lugano, Arnaud Jacques May. C'est surprenant, effectivement. Puis là, je pense qu'ils sont aussi un petit peu... ils s'attendaient peut-être à un pas en avant plus important de Lecoultre et Carrère cette saison. Carrère, en le mettant avec Tom Ernest, est-ce que c'est pas justement l'idée de le tirer un peu vers le haut? Et Lecoultre, il y a eu une préparation tronquée, ce qui est quand même pas évident, et il l'a quand même traîné durant tout son début de championnat, son propre début de championnat qui a été compliqué en plus de celui de son club. Jacques May à côté de lui, c'est censé peut-être un petit peu l'aider, d'apporter une présence un peu plus d'un vétéran, mais Lecoultre joue quart d'heure, Jacques May joue 9 minutes, alors il y a un peu plus de power play pour Lecoultre. Ouais. Je sais pas, je suis d'accord avec toi, je suis aussi surpris parce que pour moi Jacques May c'est un peu une sorte d'assurance tout risque. Il est là, ça marche. Surtout quand ça va peut-être c'est un peu brinque-ballant, tu te dis au moins ça, normalement, on se fait pas trop de soucis, quoi. Donc ouais, il y a deux, trois points d'interrogation. Ce match à Lugano, il est embêtant. Parce que si tu fais abstraction de ce match-là, Genève actuellement perd contre Zoug à la maison après prolongation, premier match de Yann Cadieux, il n'y a rien à dire, va gagner à Ambry, c'est une belle victoire dans le sens où
ils sont allés vraiment, vraiment la chercher en fin de match. Ils étaient menés 2-1 à la 50e, puis ils n'ont pas accepté la défaite, disons, Ouais. et ils ont fait une bonne fin de match là-bas. Après, victoire contre Bienne en prolongation, on l'a dit, c'est un peu dans les deux sens, mais c'est de nouveau un soir où tu fais des points, et ça faisait 2 victoires consécutives. Tu dis, il y a une dynamique qui se lance. Puis ce match à Lugano, il était vraiment, vraiment pas bon. Je l'ai pas mal regardé ce matin en préparant cet épisode. Ouais, c'était assez poussif, et tu as l'impression qu'à aucun moment Genève a eu l'emprise sur le match ou a eu des temps forts. Il y a eu des temps vaguement forts de temps en temps, mais c'était dur. On est mal, on est toujours plus mal hein, après, bien évidemment, mais il y a quand même un truc, moi, qui me chatouille un peu, c'est que Vatanen, tu le fais jouer. Est-ce que Vatanen, en ce moment, un pédigré NHL, génial, il n'y a rien à dire et tout, est-ce que Vatanen, en ce moment, est plus utile que Pouliot? Parce que j'ai l'impression que Pouliot avait amené un petit peu cette dose d'envie d'aller gratter. Il se trouve en plus qu'il est attaquant, donc c'est pas perdu. Et que finalement, cette défense genevoise, qui est la même que la saison dernière, à peu de choses près, que justement, si tu mets Jacques May avec Tom Ernest, que tu remets un peu les lignes qui marchaient pas si mal que ça l'année passée, hein, d'avoir Pouliot devant, peut-être t'amène un peu plus. Et de pourquoi jouer avec 2 défenseurs étrangers. Je peux comprendre que tu es à Lugano et que tu te dis on veut pas subir la furia luganaise dès le départ et qu'on préfère stabiliser un peu le truc, mais j'ai l'impression que c'est pas faire confiance aux joueurs qui étaient là l'année passée et que finalement, c'est pas comme s'ils avaient été... On avait identifié que c'était vraiment le gros problème, c'était la défense genevoise, puis qu'il fallait mettre quelqu'un d'autre. Je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis assez d'accord avec toi. Puis bah, là, j'ai l'impression que cette arrivée de Vatanen, autant le nom est ronflant, et autant je pense qu'il n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce qu'il apporte sur la glace, mais autant j'ai pas l'impression, je vois pas un... Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin à cet endroit-là? Et quand tu vois que tu avais quand même une défense qui tenait à peu près la route à la base, et est-ce qu'il amène vraiment quelque chose? Et un Marc-Antoine Pouliot, bah, ils attendent, j'imagine, avec comment dire, une grande impatience son passeport. Ça va un petit peu aider, mais tu regardes le match que fait Genève à Lugano, ils ont environ un expected goal sur toute la soirée. Ouais. Et ils ont rien eu pendant quasi 25 minutes. C'est vraiment terrible. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce match de Genève. Et pourtant, Winnick était de retour, donc tu peux te dire que Winnick, qui d'ailleurs aussi est sorti sur Twitter, je sais pas si tu as vu, c'était assez amusant. D'ailleurs, il y a un article qui a été fait par certains journalistes alémaniques. Pour remettre le contexte, en fait, Analyze Data a sorti une sorte de projection sur si Connor McDavid jouait dans le championnat de Suisse, ça donnerait 190 points, je crois. Ouais. Et Winnick a dit allez pas trop là-dessus, avec tous les accrochés qui sont pas sifflés, il n'arriverait pas à ce total-là. Et Il du ferait coup, beaucoup moins. et du coup, c'est pas la première fois que Winnick utilise ce canal pour foutre un peu des taquets à la ligue. Je me demande s'il a pas été un peu... je sais pas, il a pas été remis à l'ordre, mais est-ce qu'il a reçu aussi une petite lettre ou un petit mail pour lui dire « Dis non, calme-toi, voir ». Mais en même temps, tant que tu mets pas de règles dans ça, moi, ça me fait plutôt sourire de voir un joueur qui justement rentre puis se dit au pire il me fout une amende, très bien, fine, c'est en plus l'occurrence fine, c'est très beau. Si on revient au classement, parce que cette défaite de Lugano, elle est embêtante à plus d'un titre. Ouais. Justement, déjà, c'était vraiment pas un bon match, offensivement c'était une cata, mais 29 points, putain. Couplé à la victoire d'Ambry hier, qui est allé s'imposer à Zug, donc 3 points de plus, il passe de 32 à 35. Lugano est à 33, avec les 3 points, il monte à 36. Genève est à 29 en 27 matchs, donc à 6 points de retard sur Ambry, 7 sur Lugano. Au moment où tu lances une dynamique, c'est quand même un sacré coup d'arrêt. Au moment où il pouvait vraiment revenir sur cette première barre et se dire ok, on a fait le premier pas vers l'avant. Là, c'est 2 pas vers l'arrière. Et je pense qu'elle va faire elle va faire du mal, cette défaite. Puis derrière, t'accueilles Rapperswil vendredi. Déplacement à Bienne, on l'a dit samedi. Ouais, difficile pour Yann Cadieux actuellement. Et je pense qu'il doit se poser bien les questions sur son alignement. Et est-ce
Est-ce que tu repars avec ton Temernet, Jacques May derrière, t'arrêtes avec Vatanen et puis tu mets tes 3 attaquants étrangers pour essayer de produire quelque chose? Ouais. Puis de nouveau, ils ont essayé de relancer Vuyamo en le mettant sur une ligne offensive. Puis pour l'instant, j'ai l'impression que l'expérience pour Mathieu Vuyamo cette saison-là, pour l'instant, ça va pas. Alors, est-ce qu'à un moment, tu te dis, on essaye encore une fois, puis on tape sur le clou et on le met en première, en deuxième, on regarde, on le met dans des conditions idéales, ou est-ce que finalement, on se dit pas, Mathieu, va te faire une petite cure de jouvence. J'ai eu peur. Oui, J'ai vraiment eu peur. Moi aussi, avec cette pause, ça allait pas du tout. Va te faire une petite cure de jouvence à Sierre, peut-être, parce qu'on sait qu'il y avait un partenariat, et reviens, refais un peu des points, rejoue offensivement, retrouve un peu cette joie, parce que je pense qu'il doit se poser plein de questions, puis il doit se dire, mais je ne marque pas, puis ça doit tourner en boucle chez lui aussi. Et il voit bien qu'en plus, on le met dans de bonnes situations. Et ça pourrait être, tout d'un coup, ce secondary scoring qui fait du bien. Ça va pas être la réponse à tous les maux de Genève, parce qu'on aimerait, on va dire, chaque fois on vient, Moy, Joris, Vermin, tous ces joueurs-là qui devraient aussi prendre un petit peu plus de place sur le tableau des buteurs. Smirnov, c'est la même chose. J'allais y venir après ton monologue. Qu'est-ce qu'on fait avec Smirnov? C'est Vuyamo. Smirnov, il joue près d'un quart d'heure de jeu à Lugano, sur la ligne avec Josh Jarvis et Tyler Moy, donc il a un vrai rôle. Mais là aussi, c'est 4 matchs, 0 points depuis l'arrivée de Yann Cadieux, mais visiblement, il a l'air d'y croire à la comment dire, sortie de crise de Smirnov. Il a près de 2 minutes en powerplay. Lui aussi, il est mis dans de bonnes conditions pour performer. Donc, à un moment, mais ça, c'était dans la première interview de Cadieux que j'ai faite il y a 2 semaines à son arrivée, ou juste après son arrivée. Il disait, tout le monde veut des responsabilités, moi je suis prêt à en donner, mais j'attends aussi que les gars les prennent. En fait, c'est quand tu fais confiance à un gars, j'attends qu'il soit là puis qu'il accepte ses responsabilités. Il a cité personne, évidemment, c'était pas le moment, et je pense qu'il le ferait pas maintenant pour autant, mais en filigrane, moi j'entends les noms de Smirnov, de Vuyamo, j'entends les noms même de Tyler Moy qui est pas au niveau que t'attends d'eux. Et si devant ta première ligne avec Winnie Kefilpula qui était un peu l'arbre qui cache la forêt, à une période où c'est eux qui marquaient environ 80% des buts de Genève Servette, bah quand eux ils sont un peu en panne, derrière il n'y a plus personne. On passe à Ajoie, qui alors là accumule les défaites. On est de nouveau sur une série assez négative pour le club jurassien, avec cette défaite mardi soir contre Lausanne. Finalement que 2-0. Je les avais vus contre Bienne se prendre un 8-1 et être complètement dépassé, à avoir quasiment pas une occasion. C'était un poil mieux contre Rapperswil. Et puis finalement, au-delà du score, contre Lausanne, j'ai presque l'impression qu'ils ont peut-être manqué le coche. Est-ce que ça aurait été pour la victoire en 60 minutes? Je sais pas. Mais ils ont manqué un résultat qui aurait pu être moins négatif que ce 2-0. Bah, c'est presque un résultat positif, je trouve, parce que tu vas jouer à Lausanne. On parlera de l'aspect lausannois évidemment un petit peu plus tard. Tu vas jouer à Lausanne, qui est une assez grosse équipe, qui doit se relancer, qui vient de gagner un match de manière assez convaincante contre Berne. On parle de Lausanne après, j'arrête. Il fallait sortir un joli match pour contenir cette équipe, parce que concrètement, si tu regardes juste les noms sur la feuille de match, Ajoie doit pas perdre 2-0, doit perdre plus, mais Ajoie fait un joli match. À la fin, Bolshauser est beaucoup plus en danger que Wolf. Et si le 2-1 tombe entre la 53 et la 57e minute, on a une fin de match très rigolote. Malheureusement, il n'est pas tombé. Malheureusement, pour le spectacle, il n'est pas tombé. On peut le regretter. Je pense qu'ils ont de quoi regretter sur la fin de match. Le début était assez compliqué, puis tu te dis ouh là là, ça va être une longue soirée. Les 10 premières là, quand c'était. Ils ont 4 shoots sur le premier tiers. Alors ils n'ont pas laissé beaucoup. Wolf a été assez bien protégé, mais d'après sur les 2 derniers tiers, c'est 19 shoots à 23. Donc c'est vraiment des statistiques qui sont correctes. Après, comme souvent, il faut voir aussi la qualité des shoots et la difficulté d'approcher du gardien adverse. Mais c'est un match qui est bon, je trouve, de la part d'Ajoie. Et l'Ajoie qui a pu jouer avec 4 attaquants étrangers pour la première fois depuis environ toujours, j'ai l'impression. Ouais, il m'a dit, je crois, Gary, il m'a dit que ça faisait 4
c'était le 4e match où ils pouvaient jouer avec 4 étrangers. Ouais, mais 4 attaquants, je Ouais. pense que ça doit être plus ou moins une première. Ça amène forcément un peu plus de corps à ton contingent quand tu peux avoir Wenström, Asselin, Eisen, De Vos qui... Et il y a eu du powerplay. Ils ont eu des périodes de supériorité numérique près de 2 minutes à 5 contre 3. 2 minutes. 2 minutes complètes, oui. 2 Ouais, minutes, je croyais une 50. Mais Oui, parce qu'il y a eu un petit moment entre le premier et le deuxième tiers, quand Frolic a ramassé ces 5 minutes. Il y a eu un petit moment de 53. Puis après, Allemande a ramassé 2 minutes et il restait 2 minutes 30 Oui. à peu près. Donc là, ils ont eu un 53 complètement plein. Et il n'y a pas eu grand-chose. Ouais, là, c'est dommage. Là aussi, tu te dis, s'ils reviennent tôt dans le match, enfin, s'ils égalisent à ce moment-là, à 1-1, tu peux faire un peu douter Lausanne. Après, il y a le 2-0 de Maillard, ça leur a un peu coupé les pattes, mais ils sont restés là, ils sont restés au contact, et ils ont quand même embêté Lausanne jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment un match à mettre dans les bonnes prestations d'Ajoie, mais au bout du compte, et dans le vestiaire, ça ne doit pas être évident, parce que c'est pas un mauvais match, mais c'est une 5e défaite. Le powerplay est un sujet, je pense, assez épineux. On sait qu'avec une équipe comme Ajoie, quand tu as de la difficulté à gagner à 5 contre 5, forcément, t'es tout le temps dominé. En gros, je ne pense pas qu'il y a un match où, à 5 contre 5, ils ont dominé leur adversaire. Par contre, quand ils ont gagné, c'est parce qu'ils ont su profiter de chaque occasion. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire contre Lausanne, justement, pour profiter des quelques occasions qui se sont présentées, notamment au 3e tiers, tu disais. Et puis, il y a ce 5 contre 3 où là, ils ont produit tellement peu, finalement, qu'ils essayaient trop de se mettre dans la position qu'il fallait. Je trouvais qu'ils n'allaient pas assez masquer Boltzhauser. Ils restaient trop en périphérie. Et dans un contexte comme ça, tu devais aller un peu plus au charbon. Et peut-être que ça aurait passé là. Puis que ma foi, ils n'ont pas eu cette envie ou C'est aussi une question de moyens. La défense de Lausanne, elle est quand même assez solide. C'est une des plus solides défenses de la Ligue. Donc, c'est pas l'endroit où tu vas le plus facilement mettre ton nez. Et, ils ont eu de la peine. Mais ouais, quand on dit que tous les soirs, Ajoie, faut jamais les sous-estimer parce que tu peux toujours te ramasser. Là, c'était un soir un peu piège. Lausanne s'en est bien sorti, on y revient. Mais revanche d'ailleurs samedi. Revanche samedi entre les deux équipes qui se retrouvent. Lausanne aura un match entre deux, mais eux, ils ont quelques jours pour le préparer. Et là aussi, c'est un truc qui est important parce qu'ils jouaient dimanche à Rapperswil. Ils avaient joué vendredi contre Rapperswil déjà. Là, ils ont 3 jours de repos avant ce match-là et ça va vraiment leur faire du bien. D'ailleurs, tu parlais d'Ajoie sur j'ai discuté avec Gary Sheehan à la fin et je lui ai demandé est-ce que il pense que des clubs, pour l'instant, on a fait une sorte de bilan que je vais retranscrire aussi par écrit, et est-ce qu'il y a des clubs qui les ont sous-estimés, et il m'a dit jamais. Il m'a dit jamais j'ai senti un club qui est venu avec le sentiment que ça allait être facile. Donc ça, c'est aussi finalement tout à l'honneur du HC Ajoie. Après, il faudrait peut-être demander aux autres entraîneurs. Ça, c'est le ressenti du coach. Mais les autres, est-ce que peut-être un Grunborg dira ouais, mais quand nous on perd avec Zurich, j'ai senti qu'à un moment, mes gars, ils pensaient trop que ça allait être facile. C'est rien. Mais et j'ai demandé aussi ce qui était le plus difficile, ce qui savait qu'elle allait être difficile et qui quand même ils se sont dit ouais. Ça, c'est chaud. L'écart, on savait que ça allait être difficile en National League, mais là, l'écart, il est vraiment grand. C'est sur le physique. Et j'ai posé la question à Vincent Lechen, qui est directeur sportif et assistant de Gary Sheehan, et il m'a dit pareil. Et ils étaient pas, je les ai fait séparément, donc ils ont vraiment dit le physique. C'est qu'à un moment, les gars, ils tiennent sur leurs patins. Et ils sont tout le temps là. Et tu disais pour la défense lausannoise, mais on peut en prendre d'autres. Hein. Mais effectivement, les Eldner, les Kruger, qui ne sait peut-être pas patiner, mais qui est quand même... Selon certains. Voilà, mais qui est quand même finalement assez solide. Et tu vois la différence, c'est que les erreurs, de temps en temps, parce que je pense que tu es un peu plus fatigué, parce que tu as ramassé une charge, parce que machin... Voilà, c'était ça, le physiquement... C'est un autre... Et t'en as parlé avant, du coup, Ajoie va jouer 4 matchs en 5 soirs. Et j'ai aussi posé cette question. Et ça, ils savent. Ça, c'est terrible. Ouais. Ils savent que, voilà, tu disais pour Guillaume, pour Gauthier Desclous, et finalement, c'est la même chose. On peut prendre Reto Berra, finalement, comme exemple. On peut prendre Leonardo Giannoni. C'est chaud, quoi. Je veux dire, de jouer 4 matchs
en 5 jours, même en NHL, je suis pas sûr que ce soit un... Ça a peut-être dû se passer, honnêtement, mais c'est rare. Peut-être qu'avec le Covid, les matchs replacés et tout, il y a peut-être eu ce genre de truc, mais normalement, même en NBA, les back-to-back, pauses back-to-back, c'est très très rare parce qu'ils savent que pour la santé des joueurs, moi, ça me fait souci pour l'intégrité physique. D'ailleurs, au passage, Davos a ce back-to-back, pause back-to-back, et eux, ils ont la Spengler derrière. Donc, ça va être sympa de voir pour eux comment ils vont gérer ça. Et le problème, c'est qu'Ajoa, leur deuxième gardien, C'est plus Östlund. c'est plus Östlund, c'est Eno Rissanen, joueur du coin, comme son nom l'indique, pas 18 ans. Et il a fait une entrée, sa première en National League cette saison contre Davos. Il joue 7 minutes et quelques. Mais à part ça, il joue sa saison en U20 top. Il joue pas en U20 élite. La saison dernière, il était en U20 top et avec Delémont. Donc, et pas Noah, le club en l'occurrence. Ah, le step, il est colossal. Mais colossal. Et du coup, c'est difficile de dire on envoie Rissanen devant le filet un de ses 4 matchs en 5 jours. Donc là aussi, si Ajoa peut essayer de trouver une solution, parce que Tim Wolf, s'il se fait canarder, c'est Zurich, Davos, Bienne et Genève, les 4 matchs, quelque chose comme ça. Alors tu me diras, j'aurais pu sortir 4 noms à la suite, ça n'aurait pas été simple, quoi qu'il arrive. Mais en plus, je me dis que en plus il termine contre Davos. Alors tu parlais de la ligue de la Spengler, donc eux sont peut-être un petit peu aussi en mode économie. Mais ton 4e match en 5 jours contre Davos, qui est une équipe qui s'est un tout petit peu patinée et qui peut te prendre de vitesse un peu tout le monde chaque soir, là les jambes elles vont être vraiment lourdes, je pense. La possibilité, c'est ils l'ont fait entrer contre Bienne. C'était Nicolas Eberhardt. Oui. Mais gardien de Swiss League, et pour le coup, oui, il a dû faire des élites A à un moment, mais sinon, il a aucune expérience. Ils l'ont fait rentrer, il y avait déjà 6 goals. C'était tout à fait logique de la part de Gary Sheehan de le sortir comme ça. Il se préservait Tim Wolf parce qu'il sait que, justement, il y a d'autres matchs qui viennent et il se serait débile de le laisser et qu'il se prenne, lui, les 8 ou 9 buts. Donc, autant finalement aller mettre le deuxième gardien, c'était bien joué. Mais voilà, tu sais que si par hasard, et on touche du bois pour lui, faut pas que Tim Wolf pète, sinon, t'as un vrai problème, effectivement. Mais finalement, c'est un peu comment dire, c'est un peu ce à quoi on s'attendait quand même, en un sens du côté d'Ajoa, qui est des moments difficiles, mais voilà, dans les côtés positifs, 4 étrangers sont de retour, donc tu peux voir quand même offensivement les choses un petit peu d'un meilleur œil. Puis finalement, c'est un bon moyen de préserver ton gardien aussi, c'est d'attaquer de temps en temps et de l'aider à pas se prendre 45 shoots. Ça lui permettra aussi de pouvoir enchaîner les matchs, avoir des samedis avec la réception de Lausanne. J'imagine que du côté de Porrentruy, c'est une des affiches. Il y a un historique avec Lausanne qui est assez sympa, et je pense que là-bas, la date est en rouge dans le calendrier, en tout cas de tous les spectateurs du HC Ajoa. D'ailleurs, spectateur du HC Ajoa qui était à la patinoire mardi soir, super. Enfin, effectivement, il y avait un gros respect de la part. J'ai trouvé que les Lausannois, des fois, alors, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour les contentieux entre Bienne, Fribourg, enfin voilà, ou même Zurich, quand ils vont venir le 10, il y aura sûrement des huées et tout. Mais là, tout le monde est heureux de voir Ajoa finalement. Ah ouais. Sans doute parce qu'ils viennent pas trop t'embêter. Donc, mais il y a vraiment un côté tellement sympa de les voir, et puis le fait qu'ils chantent tout le temps, même quand ils perdent. C'est vraiment un truc qui est rafraîchissant pour cette ligue-là, et ça faisait plaisir de voir ça. En fait. Et le parcage visiteur de la Voulade Arena était assez plein, il y avait des spectateurs d'Ajoa un peu partout. Moi j'étais entre guillemets touriste à ce match et non en journaliste. J'ai payé mon billet pour voir ce match, et j'étais de l'autre côté, j'étais pas proche des Ajois, donc je les ai pas entendus aussi bien que toi, j'imagine. J'étais plus proche des supporters lausannois, donc t'as vécu l'expérience. Voilà, non, j'étais assis, l'expérience c'est debout, je pense. D'accord. Mais je les ai pas aussi bien entendus que toi, disons. On reste à la patinoire de Malais, parce qu'on n'est pas payé Non, on n'est pas payé par le sponsor, donc on peut pas dire le nom. Non, je suis pas d'accord avec toi, malheureusement.
C'est le nom de l'endroit. Une patinoire qui a un nom et qui reste la même, mais dont on change le nom. Prenons un exemple tout bête, Berne, qui s'appelait l'Allmende, la Bern Arena, la je sais pas quoi, puis la Postfinance Arena. C'est toujours la même bâtisse. Ouais. Là, la Vaudoise Arena, alors certes, elle est construite au même endroit que Malais, mais c'est plus Malais. C'est la Vaudoise Arena parce qu'elle a été construite en tant que Vaudoise Arena. On peut se poser la question pour Fribourg, parce que c'est les mêmes. Je connais des supporters fribourgeois qui disent Saint-Léonard. Hein. Moi, je l'écris. En plus, alors, il se trouve que l'agence, quand on doit écrire d'une certaine manière, on doit pas mettre les noms des sponsors, à moins qu'ils payent pour que le nom soit là. Et du coup, c'est pas le cas pour certains. Donc, je mets Saint-Léonard et je mets Malais, si tu veux. Mais je pense que c'est une erreur, parce que c'est plus le bâtiment. Tu peux pas mettre le RT à Zug. Le RT, il a été démoli. Ouais. Tu mets le RT ? Non. Tu mets quoi ? C'est vrai que je mets de la Bossart Arena. Voilà. Bon, c'était tout pour Lausanne. C'était un moment qui était assez intéressant. La Lausanne, donc, qui a 2 victoires de suite. Puis on aimerait se dire que c'est bon, c'est enfin lancé. Ils ont retrouvé la constance. J'ai l'impression que c'est le terme qu'il faut utiliser pour parler de Lausanne. Avec ce 3-1 contre Berne, qui était pas mal, finalement, au niveau de l'envie. Le match en lui-même n'était pas exceptionnel du tout. 3-1 qui fait suite à une défaite à Berne parce qu'il y a eu 3 matchs cette semaine. Exact. 3-2 à Berne. Et là, pour le coup, match qui était assez compliqué à Berne, voire pas beau du tout. Et puis le match contre Ajoie, ils auraient dû gagner plus nettement avant. Il n'y aurait pas dû avoir 2-0 après 2 tiers pour moi. Mais en même temps, ils font des conneries, ils prennent des pénalités stupides. Un temps, Lausanne était l'équipe la moins pénalisée, et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils se retrouvent à faire des fautes bêtes, des fautes grossières. Il n'y a pas à se dire ah non, mais ils sont pénalisés par l'arbitrage et tout. Il n'y a rien à dire. Il y a Frolic qui vient de ramasser pour sa charge sur Asselin un match, donc il sera suspendu au prochain match, et 2500 balles d'amende. D'ailleurs, là, je trouve que l'amende pique presque plus que le nombre de matchs, finalement, de se dire que tu ramasses. Tu te dis, finalement, Barbero, il s'en sort pas si mal que ça, parce que si on fait 2500 balles par match, x 8, on obtient une somme plus grande que ce qu'il a eu. 000, ouais. Mais voilà. Moi, j'ai titré minimaliste Lausanne se défait d'Ajoie, et c'est drôle, parce que quand je suis arrivé devant Vincent Lechen, puis qu'on a discuté, il me dit Lausanne un peu minimaliste. Puis j'ai dit voilà, ça me fait plaisir de voir que je suis pas complètement à côté, parce que moi je suis toujours à me remettre en question en me disant mais attends, peut-être tu connais pas bien, puis t'as mis un truc, puis c'est pas ça. Donc chacun voit le match d'une certaine manière. Lausanne est dans une situation où il y avait 4 défaites consécutives. On était à question qui fâche moins 1. On va dire ça comme ça. Dans cette situation-là, tu as 2 matchs, 6 points. Les points, ils sont bons à prendre. La manière, on verra un petit peu plus tard, les points, ils sont très bons à prendre. C'était clairement pas un bon match contre Ajoie. Mais avant de parler du match contre Ajoie, quand même juste parler de la cérémonie pour Florian Kuntz, qui a vu son numéro 61 être retiré. Eldner, qui a du coup changé de numéro pour prendre le 91, qui devrait pour le coup pas être retiré, jamais, vu que c'était celui de Joël Vermine auparavant. Et que lui n'a pas marqué l'histoire du Lausanne HC sur la glace, en tout cas. Il a marqué l'histoire, mais différemment. Mais du coup, Florian Kuntz a été célébré durant ce match. Moi, j'ai un tout petit regret, c'est que c'est un moment exceptionnel, le retrait d'un maillot. Dans certains clubs plus que dans d'autres, quoique Fribourg, ça fait un moment qu'ils n'ont pas retiré un maillot, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même en garder une bonne vingtaine pour ceux qui sont... Mais à un moment, c'était un peu chaque semaine, il y avait un retrait de maillot. À Lausanne, ce n'est pas le cas, et Florian Kuntz méritait amplement cette distinction-là. Mais quand chaque match est un événement, en fait, quand il y a un événement, c'est un peu comme un match comme un autre, je trouve. Et quand c'est le match des moustaches, c'est les enfants, c'est la soirée des familles, les grands-parents, le match des oncles, j'en sais rien quoi. Là, il y a un joueur, il y a un joueur emblématique du Lausanne HC, puis ouais, c'est sympa. Tu dis c'est bien, ils ont remonté le maillot, c'était un joli moment. D'ailleurs, le papa de Florian Kuntz, ça fait
2 matchs spéciaux en un. Il a fait à la fois le truc pour son fils et à la fois le match des moustaches. Il a fait Movember, vraiment. Alors, monsieur Combs, effectivement, Que c'est bacant, t'es. il a vraiment tout donné pour Movember. Mais c'était un joli moment, mais j'ai regretté, je trouve, justement, la prolifération des matchs spéciaux. Et c'est pas qu'à Lausanne. Hein. Non. C'est une constante. Américanisation. Ouais, au bout d'un moment, venons au match pour le match. Et puis, quand il y a des moments spéciaux, et ben là, ce sera spécial. Puis là, en plus, c'était le match de le faire en compte. Mais en plus, il y avait un sponsor qui était là, qui était omniprésent dans la patinoire. On va pas le nommer. Alors là, en l'occurrence, je sais pas. Je me dis que finalement, faire en compte, c'était presque un peu devenu secondaire, alors que non, ils ont réfléchi tout juste le club. Ils ont fait ça contre Ajoie. L'idée est parfaite, mais je trouve que justement, il y a une prolifération de tout ça. Et ça me dérange un petit peu, mais je crois qu'on est juste de plus en plus vieux. Il faut s'en rendre compte, et puis c'est comme ça, ma foi. Les vieux cons, là. Confax. Confax. Donc voilà, mais ceci mis à part, Lausanne ne va pas faire la fine bouche. Lausanne a gagné ses 6 points consécutifs avant d'accueillir Davos et de se rendre à Porrentruy. C'était un peu la semaine où, si ça se tourne mal, on peut vraiment se poser des questions pour John Foust, pour plein de choses. Là, en l'occurrence, il se donne un petit peu d'air, mais bon, il va falloir, comme on disait avant, confirmer à un moment ou un autre. Benjamin Baumgartner joue au centre. Sa position, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, au bout d'un moment. Contre Ajoie, je ne l'ai pas vu. Et c'est pas faute d'avoir essayé de le chercher. Hein. À un moment, je me suis demandé s'il était blessé. Sérieusement. Je regardais, j'étais tout seul, personne pour m'embêter. Je checkais parce que je me suis dit, ah bah tiens, Baumgartner qui va pas trop mal. En plus, j'avais un petit côté hockey manager qui traînait parce qu'il il vaut 3,5. Donc je me disais, ah tiens, je vais quand même regarder si il continue à planter les goals et tout. Et pas vu. Mais exactement. Il a joué une dizaine de minutes. Là, j'étais un peu déçu, alors que on peut pas tirer de conclusion sur ce match-là, parce que les derniers matchs, quand il était au centre, il était très bon. Et il le dit lui-même. J'ai fait une interview avec lui. Il dit qu'il aime bien jouer au centre. Il aime bien avoir cette vision du jeu, justement, de ne pas être collé à la bande et puis de devoir patiner vers l'avant, mais d'avoir un peu plus d'emprise et puis de pouvoir un peu plus distribuer le jeu, ce qui est quelque chose qu'il fait très bien. Mais là, pour le coup, il est passé à côté. En même temps, il n'y a pas eu grand monde à ressortir, hormis finalement la ligne avec Maillard et Holdener, qui a été tout à fait à niveau, disons, voire bonne. Exactement. Moi, il y a un truc qui m'a... J'ai bien aimé, effectivement, Guillaume Maillard, qui a profité aussi. Bah là, c'est typiquement un joueur qui profite d'une erreur et Ajoie en donne un peu trop. D'un coup, il se mélange un peu les pinceaux. Et soit c'est une mauvaise relance. On se rappelle, Eigenmann, une fois, qui trébuche dans la... qui glisse dans la bande, qui offre le puck à... Je crois que c'était contre Vienne. Puis finalement, après, l'autre trouve dans le slot quelqu'un. De temps en temps, il y a des mauvaises relances des défenseurs. Ça coûte des goals. Là, c'était un peu la même chose. Des défenseurs qui se mélangent le truc. Ils n'arrivent pas à récupérer le puck. Et Maillard saute sur le puck. Il est tout seul devant Wolf. Et c'est goal. Mais je suis hyper déçu, en fait. Et c'est drôle parce que là aussi, on en a parlé avec les coachs à la fin d'Ajoie. C'est que quand tu vois le roster, et ils ont eu la même réaction, c'est que tu as Berchi, Fuchs, Ria. Tu vois ça comme ça, tu fais... c'est solide parce que Berchi, on sait ce qu'il vaut. Fuchs au centre, on sait que c'est un gars qui est aux portes de l'équipe nationale, en tout cas le cadre élargi des moins de 25. En tout cas, même s'il a peut-être même maintenant, il a peut-être 25 ans, mais Ria, on sait aussi ce qu'il vaut. Il était de retour après sa thrombose. Puis j'ai trouvé que cette ligne, elle est belle sur le papier. Je suis pas sûr qu'elle soit très complémentaire sur la glace, dans le sens où c'est censé aller vite et tout, mais il manque peut-être un peu de poids pour faire de la place pour deux artistes, on va dire. Et finalement, il y a eu un moment où elle a fait une très belle action, mais sinon, c'était tout. Et j'étais excité avant le match, puis j'étais déçu au terme du match. Ouais, on peut même aller un petit peu plus loin puis se poser la question autour de Christophe Berchi, parce qu'il a le casque de meilleur compteur, donc tu fais pas trop attention. On aurait pu se poser la question pour Kylian Motet à un moment aussi où il a une période négative, mais tant que tu as le casque sur la tête, tu dis ça veut dire que personne n'a encore fait mieux que lui, donc il est toujours là. Mais là, Berchi, sur les 8 derniers matchs, c'est 1 point. C'est 1 but, 0 passe décisive en 8 matchs, alors qu'il a quand même un rôle qui est censé être un tout petit peu plus en vue que ça. Et ouais, c'est assez surprenant parce qu'il a fait un vrai bon début de saison. Il avait 18 matchs, 17 points. 8 matchs, 1 point. Il est un peu dans le dur en ce moment, Christophe Berchi.
Il y a eu pas mal de changements de ligne. On sait que le match Ouais. d'avant, il jouait à la place de Ria. C'était Pernou qui était là, le jeune qui faisait son premier match, sauf erreur, en National League. Les lignes ont sans cesse évolué. Il est d'un côté, il doit prendre les engagements, des fois pas. Après, il est à l'aile. Il a un peu de retour au centre sur certains shifts. Ça bouge beaucoup autour de lui, mais il n'est pas en confort actuellement, Christophe Berchi. Et je me demande comment faire pour le tirer vers l'avant. Est-ce que l'arrivée de Ria, justement, sur sa ligne, pour être une deuxième menace avec Fuchs et donc Berchi et Ria de chaque côté, c'est vrai que sur le papier, c'est beau, il faut leur laisser un petit peu de temps. Ria, c'était son retour après une longue blessure, une longue pause pour blessure. Thrombose, je sais pas si on peut parler. Moi, le mot blessure, c'est quand il y a un truc qui est cassé. Ouais. Presque maladie en l'occurrence. Ouais. Bref, il était une longue absence, il est de retour, donc ça c'est déjà la très bonne nouvelle. Laissons-lui un petit peu de temps et peut-être laissons-les ensemble un moment pour justement créer quelque chose et créer des automatismes qui pourraient peut-être rendre Berchi un petit peu meilleur et un peu plus productif, on va dire. Et Lausanne, les étrangers, il se passe quoi? Moi, Il se passe rien. En fait. Il se passe pas grand chose. Alors, au moins, Frelick, on l'a vu un moment, là, quand il en a balancé un dans la bande, on a dit ah, ouais, bah, Frelick, il est là. Mais il joue. Ouais. C'est catch. Ouais. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de m'acharner sur lui parce qu'en plus, il est dans une phase où il a 3 points sur les 3 derniers matchs. Mais c'est pas un joueur d'impact, je trouve, Non. dans cette ligue. Alors qu'il a tout pour être un joueur d'impact. Il a un physique de déménageur, il est censé être rapide, mais j'ai toujours pas cette impression-là. Mais ça, à la rigueur, s'il récupère des pucks et puis finalement, tu peux t'en sortir, il n'y a pas trop de soucis. Mais il a pas d'impact sur le jeu. Frolic, on en a parlé. Et Merton, pour une fois, on va pas dire qu'il fait tout juste parce qu'il est assez discret. Ouais. Voilà. Justement, quand c'est ces joueurs de soutien, ils sont bons quand les joueurs devant, quand il y a des joueurs à soutenir. Mais quand les joueurs que tu dois soutenir, ils sont pas terribles, derrière, c'est toi qui es censé un petit peu faire le step-up et il le fait pas vraiment. Du coup, c'est la 4e ligne qui tire tout le monde vers l'avant. Et puis Gernat, un magnifique but, 4 secondes de powerplay, pan, très très bien. Puis derrière, il n'y a pas eu grand-chose à dire. Non. Mais ouais, les étrangers du Lausanne HC, honnêtement, c'est... Mais tu sais, je me pose toujours la question et j'ai l'impression que c'est trop facile d'avoir une réponse ferme et précise, de dire ouais, mais alors on prend les 4 étrangers de Langnau qui crèvent l'écran pour les mettre à Lausanne, puis les 4 autres on les flanque à Langnau, puis on verra ce qui se passe. Puis j'ai l'impression que théoriquement sur le papier et tout c'est très bien, mais que je suis pas sûr que finalement dans une équipe avec avec des Suisses nettement meilleurs, en fait ils aient le même rôle. Peut-être que en fait un Sarella, il sait très bien pourquoi il est à Langnau et il s'est préparé, il sait qu'il aura du temps de jeu, il sait qu'il aura du temps. Puis qu'à un moment, s'il est un peu moins bon, il aura quand même du temps de jeu. Parce qu'on va toujours lui faire confiance, puis qu'il n'y a pas un autre qui vient lui piquer sa place. Alors tu me diras, d'un autre côté, ça veut dire qu'il n'a pas de concurrence, alors que justement, quand il y avait Varon, quand il y a Barberio, ça fait un peu de concurrence, puis tu sais pas trop, et tu les laisses sous tension, tes étrangers. Du coup, ça c'est censé les pousser à performer. C'est pas forcément le cas. Donc, Grenier, on l'avait vu à Lausanne, on l'avait trouvé plutôt pas mal. Pessonen, quand il était à Lausanne, il était plutôt pas mal. À un moment, il fallait changer quelque chose. C'était pas scandaleux de la part de Jan Alston de laisser partir Harry Pessonen. Non. Personne se disait maintenant tout le monde a l'air de dire mais pourquoi le Pessonen est parti. Ouais, mais quand il est parti au début, on n'était pas là à trouver que c'était le meilleur move, que c'était le pire move de l'histoire, quoi. Non, après c'est toujours une question de contexte aussi. Est-ce que si tu mets Jiri Sekac à Langnau, où il a 1 minute 58 par powerplay sur la glace, il a toute l'attaque passe par lui, est-ce qu'il serait meilleur ? J'en sais rien, j'ai pas la réponse à cette question, mais c'est une question de contexte. Mais en tout cas, si le contexte ne va pas changer pour Lausanne, et ces joueurs ils sont là, ils vont... En tout cas, certains vont rester, j'imagine. Ouais, tu as dit Barberio, tu as sous-entendu, en tout cas. Moi, je pense qu'ils sont clairement en train d'essayer de trouver une solution avec Barberio. Parce qu'on rappelle, il a encore une année de contrat après celle-là. Exactement. Voilà. Puis, alors, on peut dire, on n'aime pas jeter des fleurs ici, on a plutôt tendance à être assez humble vis-à-vis de ça, et on ne dit pas qu'on... On était quand même super surpris quand ils ont donné le capitana à Barberio. Et un contrat de 3 ans, un gars qui a jamais mis un patin dans la ligue. On est surpris que Sekac ait eu droit à un contrat de 3 ans, on est surpris que Frolic ait eu un contrat de 2 ans, plutôt que de se dire, vous ne voulez pas lui donner... Varon, 1 an, on voit que finalement on a pu s'en séparer. Vous ne voulez pas faire la même chose avec ces joueurs-là. Gernat, 3 ans.
Moi, je comprends pas ces longs contrats des joueurs. Alors, Garnat, tu me diras, il était venu une fois faire quelques matchs. Il a pas brûlé la ligue quand il était venu. Ouais, moi la politique au niveau la politique étrangère du Lausanne HC, on va dire, C'est de la géopolitique aujourd'hui. encore. Je suis vraiment dubitatif. Mais voilà, le temps d'adaptation, pour moi, il est passé. Maintenant, t'attends que ces joueurs-là prennent des rôles en vue. Surtout, je parle de Sekac et justement, et Gernat, et pas Frolic. Frolic, il a une grosse dizaine de matchs. Laissons-lui encore un petit peu de temps. Tout est un peu nouveau. Et il a 8 points quand même, hein, Frolic. Ouais. Il n'est pas catastrophique du tout. Des goals dans la cage vide ou des trucs comme ça. Il aimait les boules. Ça veut quand même dire, quand tu mets les goals dans la cage vide, que tu étais sur la glace à un moment où ton équipe... Jurisprudence Stolberg, c'est ça? Non, rien à voir. Ton coach, à ce moment-là, ça veut dire à la 59e minute, à la 60e minute, il te met sur la glace. Il dit, toi, je te fais confiance pour être à 4 contre 6, 5 contre 6, peu importe. Parce que je sais que défensivement, tu vas m'apporter quelque chose. Le but dans la cage vide, c'est presque le produit dérivé de ça. C'est plutôt, t'as mérité ce but-là parce qu'on t'a fait confiance dans un moment chaud du match. Et ça, moi, j'enlèverai jamais un but dans la cage vide à un joueur. Ça veut dire quand même qu'il a mérité ce but dans la cage vide. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même un truc, c'est que c'est frustrant. Si j'avais un terme à utiliser pour Lausanne en ce moment, c'est que c'est frustrant. Même des victoires comme ça, on a de la peine à discerner quelque chose. Le fond de jeu, le système qui est mis en place. J'ai l'impression que j'arrive pas à identifier. Et ça m'énerve un peu de me dire... quitte à ce que ce soit dire non mais ils sont nuls, ça va pas, c'est comme ça qu'il faudrait jouer de manière très péremptoire qui nous correspond pas forcément, mais au moins de voir quelque chose. Et là c'est un peu une sorte de flou artistique. J'arrive pas à définir quelque chose. Je vais faire un tout petit mea culpa. J'ai dit Maillard et Holdener tout à l'heure, je voulais dire Maillard et Jäger au passage. Mais Holdener était aussi... Oui, il a un point, mais il a pas joué, il a joué 3 minutes. Mais cette quatrième ligne était correcte. Et juste un petit mea culpa. Avant de terminer cet épisode sur Fribourg, quand même encore un tout petit truc sur Lausanne et Florent Douai, quand même rendre hommage à Florent Douai qui doit aller purger 10 minutes de suspension de pénalité quand son gardien queen sur l'arbitre et qui prend 10 minutes de méconduite. Ça c'est quand même salaud parce que le pauvre il a rien demandé. Amstram, grave. Et t'es là, mais donc je rate un demi-tiers à cause de mon gardien qui a gueulé et je dois aller 10 minutes sur le banc. Vous êtes sérieux les gars? Il est allé. Et moi, je comprends pas qu'on la fasse purger par un gars, cette pénalité-là, en fait. Et je comprends pas. Tu l'aurais plutôt donné à Holdener, un truc comme ça. Non, peu importe à qui, mais quand un gardien prend 10 minutes de pénalité de méconduite, je sais pas, d'envoyer un pauvre joueur prendre ses 10 minutes et puis s'isoler en face, ouais, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas, c'est logique. Enfin, c'est la règle que quelqu'un doit aller purger les pénalités des gardiens. On est bien d'accord, on peut pas l'envoyer lui sur le banc, quoique ce serait marrant. Mais pauvre Douai quand même. Bref, Fribourg-Gotteron, 3 matchs cette semaine, 2 victoires en pré-prolongation et une défaite au tir au but. C'était Lugano, Zurich. Exactement. Et on va dire que c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où c'est pas des victoires après 60, mais en même temps, tu peux te dire que contre Zurich, t'es mené 3-2, t'as Brodin qui va aller te chercher la prolongation, et après tu gagnes au tir au but, et puis contre Lugano, Lugano revient, et toi tu vas quand même chercher la victoire en prolongation. Ils trouvent des moyens de gagner quand même, mine de rien. C'est peut-être moins flamboyant, c'est pas forcément le terme, mais ils doivent un peu plus aller gratter pour aller chercher quelque chose, mais ils sont toujours... La pièce retombe souvent du bon côté, en fait, pour Fribourg. Ouais, ils avaient 5 victoires de suite avant cette défaite à Zurich. Jouer Zurich en back-to-back, c'est quand même pas un cadeau, parce que physiquement, c'était difficile lundi, dans le match auquel j'ai assisté. J'ai pas vu au match, pour des raisons évidentes, vu que j'étais au match à Lausanne mardi soir. Mais physiquement, back-to-back Zurich, avec 4 lignes qui ont de l'impact, avec des joueurs qui sont rapides, avec André Ghetto, il faut se le coltiner toute la soirée. Et surtout... Fribourg n'est pas l'équipe qui peut se permettre de se dire nous on a le contingent suffisant pour pouvoir assumer beaucoup de matchs. Et d'ailleurs c'est un des gros challenges de Christian Dubé actuellement, c'est de gérer les temps de jeu, parce qu'il y a eu une semaine dernière qui était assez mouvementée avec un déplacement à Munich puis directement prendre la route pour Lugano.
back-to-back contre Zurich lundi, mardi. Maintenant, ils rejouent un back-to-back vendredi, samedi. Je pense que c'est pas une excuse parce que leur contingent il a été dessiné comme ça. On peut pas dire. Alors oui, il manque Sprunger et Bikoff. Bikoff est de retour, ça va quand même un petit peu leur faire un petit peu de bien. Mais 2 blessés, ça va quoi. Toutes les équipes peuvent encaisser. Exactement. Donc c'est pas une excuse. Le contingent est construit comme ça. Il y a peu de profondeur. Dans des moments comme ça où les matchs s'enchaînent avec beaucoup de back-to-back en peu de temps ou avec justement un voyage et un, deux petits blessés par-ci par-là, c'est difficile. Et là, je pense vraiment que les organismes ils commencent à être un peu fatigués, mais ils tiennent leur première place. Et je pense que tant qu'ils seront à la lutte pour la première place, tu vas un peu au mental, disons. Il y a ce sucre de dire « Ah, attention, si on gagne ce match-là, c'est un peu la carotte. » quoi. Et, Fribourg, 5 victoires consécutives avant cette défaite contre Zurich. Donc, ils tiennent le rythme. Brodin marque des buts importants. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Et son rush où il a démonté Weber à la régulière épaule contre épaule pour aller égaliser derrière face à Weber, l'autre en l'occurrence Ludo. C'était un beau but quoi. Et c'est là que tu vois que ce joueur il est intéressant. Il peut amener quelque chose à une équipe. Et il pourrait être intéressant dans une ligue avec 5, voire 6 étrangers. Daniel Brodin, il est intéressant. Ce que j'aime bien à Fribourg, c'est aussi Desharnais. Je trouve que, mine de rien, il a tout d'un coup cette passe qui fait la différence. Il y a des buts, il part derrière la cage, puis il remet le puck. Enfin, ça surprend. Il est peut-être pas constant comme ça. Il a aussi un certain âge, hein, mais je trouve que ça aide bien le club en ce moment avec Motet qui des fois retrouve aussi un peu le chemin du but. Même des fois si c'est au penalty et tout ça, ça permet de redonner quelque chose. On a eu un hat-trick de Mathias Rossi aussi. Ça c'est un peu le phénix Mathias Rossi qui renaît de ses cendres. Et c'est assez drôle parce que je me rappelle que quand il est arrivé à Fribourg aussi, on s'attendait à ce que Sprunger, buteur droitier, des fois, quand Sprunger ça allait pas bien ou qu'il était blessé, je crois qu'à ce micro, on avait dit peut-être qu'on pourrait mettre Mathias Rossi, buteur droitier. Et puis, quand il marque ses 3 buts, je me dis il prend un peu le rôle d'un Sprunger finalement, en étant là. Et il l'a mis sur cette 3e ligne finalement avec Walzer et Jörg. Et j'ai l'impression que tu sors Marchand parce que tu le promeus et tu mets Rossi à cette place-là. Et finalement, le contexte est favorable. Et ça doit vouloir dire... Alors, mon interprétation, c'est que finalement, ça doit être sympa de jouer avec Walzer et Jörg. J'ai l'impression, Mauro Jörg, il est 4e meilleur compteur du club avec 19 points en 27 matchs. Il était re-signé 2 ans, c'est ça ? Il était re-signé 2 ans. Après, il faudra qu'on parle de Di Domenico, parce que c'est une des infos de la semaine aussi. Ouais. Vu qu'on a manqué l'épisode de la semaine passée. Mais Mauro Jörg plus 2, effectivement. Sa meilleure saison en carrière, c'est 29 points. Donc là, il est déjà à 19. C'était en 15-16. Mais je pense qu'on a oublié, même la saison passée, à Fribourg, il était là. Il a fait ses 11 points. C'était tout à fait une bonne surprise déjà. Complètement. Mais on a oublié que c'est un joueur qui avait près de 30 points et puis qui amène vraiment tous les soirs quelque chose. Défensivement, il bloque ses shoots. Et c'est presque ce côté-ci qui m'intéresse plus chez Mauro Jörg. Alors, si en plus derrière, il commence pas. S'il continue de marquer de temps en temps son point, c'est moins régulier qu'à une époque, parce qu'à une époque, c'était intenable. Quand il était à 1 voire 2 points par soir, ou presque, c'était en octobre où il avait pris feu. Là, c'est quand il marque son but ou son point, ça va forcément, on parlait de secondary scoring, là, c'est presque du third scoring. Ouais. Donc, d'avoir Rossi là, c'est aussi un impact. Il a un impact supplémentaire. Il faudra voir comment les lignes vont rebouger avec l'arrivée de Bikoff. Bikoff joue sur une des ailes. Il était 13e attaquant à la base du côté de Zurich. Je pense que l'idée, c'était justement de le faire rentrer tranquillement dans l'alignement. Mais quand Sprunger revient aussi. Hein, mais oui, parce que tu as Brodin, Schmidt, Di Domenico, c'est une ligne qui marche bien. Marchand en première ligne avec Desharnais et Motet, ça marche bien aussi, je trouve. Est-ce que tu mets... C'est drôle d'ailleurs, cette ligne-là, que je parlais de Berchi Fuxria, que je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de hauteur, on va dire, de gabarit. Finalement, Marchand, Desharnais, Motet, c'est le contre-exemple parfait. Et pourtant, ça marche pas si mal que ça. Exactement. Puis après, tu as Hausener, Bougro, Jobin. Et c'est peut-être là où tu peux faire une place, mais d'avoir Bikoff sur ta 4,
c'est presque un peu dommage en un sens. Clair. Mais après, imagine Sprunger revient. Si ta 4e ligne, c'est Jobin, Bikoff au centre, tu le remets au centre et Sprunger sur une des ailes. En 4e ligne, ouais, mais tu mettras jamais Sprunger en 4e ligne. Bah non, ça devient compliqué. Et je me demande comment le line-up va bouger à ce moment-là. Du coup, il y a un gars qui va être peut-être déçu. Peut-être qu'un Rossi, ma foi, tu lui dis, écoute, c'était super, merci d'avoir fait le job en 3e ligne, mais je peux pas te laisser là pour l'instant. Je dois refaire de la place pour quelqu'un. Et puis après, 4e ligne, si le temps de jeu suit autant qu'en 3e ligne, honnêtement, c'est juste un nombre. Hein. Oui. Donc, t'es matché. Après, t'es matché contre une meilleure ligne, évidemment. Mais puis est-ce que Rossi, tu te mets en 4e ligne défensivement, est-ce qu'il t'amène assez Il y a plein de questions que tu dois te poser, ma foi, voilà. Mais j'ai l'impression qu'à Fribourg, ce genre de questions, on peut se les poser comme on veut. Ils ont un trend qui est favorable. Quand tu vas à la patinoire, il y a un tel engouement autour du club en ce moment qui existe depuis longtemps, mais c'est un de ceux où le public est le plus chaud et continue d'aller à la patinoire. Il y a 8000 personnes, ça peut être un match un lundi contre Zurich, il y a 8000 personnes. Il n'y a pas besoin de dire que c'est la fête de la saucisse ou la fête ou les brandons ou je sais pas quel truc pour que les gens viennent. Tandis que... Bon, les résultats, ils aident. Hein. Mais les résultats aident. Je pense que dans n'importe quelle patinoire, si t'es leader, t'as plus de monde. Mais mine de rien, vraiment, cette nouvelle patinoire, ils ont été frustrés de ne pas pouvoir l'inaugurer et du coup, ils ont vraiment repris place dans ces lieux. Et je pense que de jouer à Fribourg en même temps, il y a vraiment l'ambiance, le truc fait que c'est plus compliqué et ça pousse le club finalement. Il y a vraiment un effet hyper positif qui a peut-être moins en ce moment dans les autres patinoires. Peut-être qu'il y a Ambry, je sais pas, mais sinon je trouve que nul. Joie aussi, mais ça les aide des fois un peu moins. Tandis qu'à Fribourg, j'ai l'impression que ça joue vraiment le rôle du 7e homme, je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. Mais un public qui a décidé de quitter Crisi Domenico, du coup, pour Berne, il a signé un contrat de 2 ans à partir de la saison 2022-2023. Va falloir le remplacer quand même. Ouais. C'est le meilleur compteur du club. Il a 29 points en 27 matchs. C'est un leader par l'exemple sur la glace. C'est un hargneux sur la glace. Pour le pire et pour le meilleur. À Fribourg, c'était pour le meilleur. Très souvent. Très, très, très souvent. Dernier épisode qui remonte à il y a 2 semaines, du coup. J'avais parlé du good Dido, bad Dido. Là, contre Munich, c'était vraiment le very bad Dido. Où il servait à rien, il voulait se battre avec tout le monde. Franchement, j'avais dit, je crois, on aurait dit un ivrogne à la fin de soirée, quoi. Et ces soirs-là, tu sais qu'il va te servir à rien. Et je peux imaginer que Berne, on a complètement conscience. D'ailleurs, il y avait des émissaires de Berne ce soir-là dans la patinoire, donc ils se sont dit, ok, peut-être que ça c'est le worst case scénario, et puis il nous fera tout plein d'autres choses, mais de temps en temps. Mais moi, je trouve que si on doit faire abstraction du maillot qu'il porte actuellement, de son passé, etc., si tu dis quel est le club le plus logique pour Di Domenico en Suisse, moi je le fous à Berne. Il a un peu ce côté du joueur qui doit jouer à Berne. Ils vont tellement l'aimer. Je pense aussi. Le côté se battre avec tout le monde, justement, là-bas, ça a forcément le côté... c'était les Big Bad Bruins, quand les Boston Bruins étaient vraiment une équipe de saligots. Les Bad Bears pour les vilains ours, ça pourrait jouer un rôle. Après, il faut l'entourer et tout, mais... faut l'encadrer aussi. Ouais, mais j'ai effectivement l'impression que dans une patinoire chauffée, dans un Allemand chauffé à blanc de 17 000 personnes qui gueulent Dido, 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 c'est un peu comme, ça peut être le côté un peu todélique de l'époque. Ouais. Ça va le pousser. Il va pas rajeunir, c'est clair, mais j'ai l'impression qu'il prend soin de son corps aussi. Et que c'est pas un risque... Tu sais ce que tu as finalement, exactement. On parlait avant du côté de Lausanne de ces joueurs qui sont jamais venus en Suisse et puis que tu prends finalement un risque d'engager. Alors, il est plus ou moins limité les risques quand c'est des joueurs qui sont déjà en Europe. Typiquement à C4, il était en KHL. Il y a pas, oui, les patineurs c'est un poil plus petit, mais c'est quand même un Européen qui jouait en Europe. Donc, le rythme est censé être un peu limité par rapport à un gars qui vient de AHL/NHL, qui doit s'habituer à tout, à un style de vie, à des patinoires, etc. Là,
bah, si ça se trouve, il déménagera peut-être même pas et puis il continuera de vivre au même endroit où je pense qu'il a un appartement du club. À mon avis, il lui laisse pas l'appartement à Dido l'année prochaine. Non, il risque quand même de bouger, mais ça va, il traverse la Sarine, donc ça devrait aller niveau adaptation, surtout qu'il était à Langnau avant. Enfin, et lui, il a un rayon d'action, c'est 50 km. Ce centre de la suite, non. Bien après, puis c'est fini, il aura fait le tour. Non, donc ouais, pour Fribourg, ben, ça va forcément faire un trou. Ils avaient un budget. Berne a pas fait de la surenchère. Berne a accepté l'enchère. Ils ont pas, c'était pas Berne a fait la meilleure offre, non, il y avait un prix. Et, Berne l'a payé, Fribourg a refusé de le payer. Ben, de toute façon, à un moment, on pouvait pas s'imaginer du côté de Fribourg engager Christophe Berchi et re-signer tout le monde. C'était une évidence que quelqu'un allait devoir payer les pots cassés. Visiblement, c'était pas Walzer. Est-ce qu'il a, en acceptant un long contrat, il a peut-être pas pris plus d'argent, mais il a fallu un peu négocier. Jörg a re-signé. Si tu re-signes tout le monde et en plus tu signes Berchi, ça veut dire qu'à un moment il y a eu un problème dans tes comptes. Bah, Di Domenico était devenu hors budget. Berchi est arrivé. Est-ce que l'étranger qui va remplacer Berchi qui va remplacer Di Domenico, je m'en sors plus là. Est-ce qu'il sera moins cher? Oui, il sera forcément moins cher. Maintenant, ben, il faut faire confiance au scouting de Gert Sennhausen et Christian Dubé. Je mets en avant Gert Sennhausen parce qu'on l'oublie un peu, je trouve. Et, il était au match contre Florian Kohn. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que c'est lui qui a avec le papa de Florian Kohn non, c'était avec Thierry Comte, pardon. Avec Thierry Comte, le chef mat. Ouais. Ils ont soulevé le maillot et ça, Florian Kohn, ça a dû choisir les deux personnes qu'il voulait et ça m'a fait vraiment très plaisir de voir qu'il y avait Gert Sennhausen et ça met en avant tout ce que je pense de positif de Gert Sennhausen, qui est quelqu'un que j'adore chaque fois croiser, qui est toujours humainement une personne magnifique. Et remarquable, effectivement. Et ça met en lumière aussi le rôle qu'il a eu à Lausanne. Exactement. Parce qu'on a un peu tendance à l'oublier, mais Lausanne est monté avec Gert Sennhausen à la bande. Gerd n'a pas été gardé. Il a été remplacé durant l'intersaison pour la première saison Liga. Ils avaient estimé qu'il n'était pas assez bon pour ce rôle-là, ou pas assez expérimenté, ou que sais-je. Ouais, ou ils avaient envie de tourner avec Heller s'ils savaient qu'ils avaient quelqu'un qui allait peut-être jouer des. C'est un choix qui s'est défendu, qui n'était pas faux par rapport au résultat à la suite de ce changement, mais moi, je pense que Gerd aurait mérité de vivre cette première saison à Lausanne. Et le fait qu'il soit mis en avant là par Florian Kohn, je trouve ça assez beau. Et tu parles avec tous les joueurs de l'époque qui te disent à quel point il a repris une équipe en courte saison, et une équipe qui n'allait pas. Ouais. Qui était bardé de talent, c'est ça. Qui avait un gardien de NHL, qui avait tout pour bien faire et qui faisait pas bien. Et il est arrivé et il a réussi à fédérer ça. Et quand il a annoncé sa démission à Fribourg après 7, 8, 9 matchs en début de saison, en disant que la pression, ça lui allait pas, ça avait beaucoup ricané. Et là aussi, c'est un truc qui m'avait un peu marqué, parce qu'à cette époque-là, j'avais fait un commentaire dans le matin en disant c'est le choix d'un homme. C'est un homme qui a vécu des choses dans sa vie privée et qui a osé dire: là, c'est trop de pression pour moi. Je n'arrive pas à assumer cette pression-là. Je fais un pas de côté. Il n'avait pas été viré. Et ça, je le sais qu'il n'avait pas été viré. Il a dit non, mais c'est trop pour moi. Je vais prendre un rôle dans l'organisation, et il y est toujours. Ouais. C'est pas qu'il avait été mis dans un placard. Non. Il est de sa place dans le mouvement junior. Maintenant, il est devenu entraîneur. Il est devenu assistant de Christian Dubé, assistant directeur sportif de Dubé. Il fait son scouting. C'est lui qui gère les relations avec les agents. Il fait beaucoup de travail que Dubé ne peut pas faire. On disait assez souvent qu'il y avait pas le temps pour un seul homme d'avoir les deux casquettes. Ben non, c'est Gerd qui fait ça. Et du coup, ça prouve qu'au moment où il avait annoncé que c'était juste une question de temps, de vie privée, et qu'il n'était pas capable d'assumer cette charge émotionnelle et ces charges de travail, que c'était juste pas du flanc, et que des fois, il faut aussi qu'on croie les gens. Et je le dis ça aussi, pas aussi pour nous. Hein. Bien sûr. Nous, on a aussi un peu tendance à faire un peu ouais, quand on nous dit quelque chose, mais des fois, c'est en fait juste... On nous dit des fois la vérité. Je parle souvent des Pinocchio du milieu pour rigoler. Mais des fois, les Pinocchio, ils disent juste et ils nous disent ce qui se passe vraiment. Puis des fois, il faut essayer de les croire. Et c'est un rappel, un friendly reminder pour nous. Avant de terminer cet épisode, petit rappel avec un S. Vous ne savez pas le premier des deux trucs. Donc non, vous ne savez pas l'un des deux trucs. Petit rappel, la Ligue Hockey Manager de Ambri Piotta a été créée
Et vous pouvez vous inscrire d'ici vendredi, parce que le meilleur joueur du mois de décembre gagnera 2 billets pour un match. Les 2 meilleurs joueurs gagneront 2 billets pour un match d'Ambri Piotta le 9 janvier, sauf erreur, ou le 7 janvier contre Fribourg-Gotteron. Le 3e, une écharpe. Le 3e, une écharpe d'Ambri. Et pour ceux qui sont au match à Fribourg vendredi, qui a envie de parler de hockey manager, on sera présent avec Michael Trigo sur site pour boire un verre à la fin du match. On sera probablement dans le restaurant VIP, si c'est possible, parce qu'on ne sait pas trop ce que le Conseil fédéral nous dit, qui est ouvert, restaurant qui est ouvert aux spectateurs à la fin du match, en dessus du COP. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais en dessus du COP, là, il y a un restaurant. On sera présent là-bas avec 2-3 autres personnes. Donc, les gens qui ont envie de venir discuter stratégie de transfert avec Michael Trigo, prenez un calepin, un stylo avec vous et il vous fera ça parfaitement bien. D'ici là, ça ferait plaisir de vous rencontrer d'ailleurs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux. On n'en a pas pris cette semaine. Il y en a une qui est venue sur Twitter. Je crois qu'on a parlé de Lausanne, justement, du fond de jeu. Il me semble qu'on l'a un peu abordé, mais j'ai pas cité. Mais n'hésitez pas à continuer à interagir avec nous. Et puis d'ici la semaine prochaine, vous abonnez sur nos différents canaux, Spotify, YouTube, SoundCloud, etc. 808 sur Spotify, ça monte toujours. On veut les 1000. On veut les 1000. Et profitez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À bientôt.